Donc, bienvenue à tout le public dans la salle. C'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, on ne pouvait pas se permettre d'en avoir beaucoup, mais on avait encore plus de place que les personnes qui sont ici. Donc, je tiens quand même à vous souhaiter la bienvenue à tous, ici aux conseillers et conseillères et monsieur le directeur général. Donc, bienvenue à votre rencontre du mois de mars. Naturellement, je ne peux pas laisser sous silence le fait qu'on est la journée de la femme, donc à toutes ces femmes qu'on aime et qui nous aiment naturellement. On parle de nos mères, de nos sœurs, de nos infirmières, de les docteurs, les enseignantes, etc. Toutes ces femmes qui sont près de nous et qui nous aident, qui nous supportent. Et d'ailleurs, on doit faire la même chose. Je pense que c'est important de s'assurer de donner autant à toutes ces femmes qui sont pleines d'amour et qui, on doit reconnaître leur grande valeur dans la société. Donc, bonne journée de la femme, mesdames qui sont présentes, et naturellement à toutes les autres aussi qui, par le truchement de la télé, pourront voir la réunion municipale. Comme je le mentionnais avant la rencontre, je demandais au public de s'assurer de garder le masque. Question de mesures d'hygiène, mais question à cause de la pandémie. On avait jonglé avec la situation à savoir si on devait permettre aux gens de revenir rapidement. Puis vous savez dans quelle situation qu'on vit au niveau de la pandémie dans la région. On est dans une zone orange, mais qui est teintée un peu d'orange sanguin. Parce que ce n'est pas le même orange qu'on avait à l'automne ou l'été dernier. Et avec le peu de cas qu'il y a dans la région, on sait qu'on pourrait même prétendre être une zone jaune. Mais ça, comme je l'ai toujours mentionné, on laisse ça à la santé publique. C'est la santé publique qui est la direction régionale, mais aussi au niveau national, qui ont à décider à savoir quelles mesures ils devraient établir. Même si on a la sensation, des fois, de dire, bien, on devrait être même jaune, ou même voir vert, une zone verte. C'est vraiment la santé publique qui a la responsabilité et je leur laisse ça, bien heureusement, cette responsabilité-là, malgré que des fois je parle un petit peu fort pour essayer de la pâlir quelque peu, cette zone-là, pour enlever, mettre un peu de baume sur la réalité qu'on a. Puis vous voyez, aujourd'hui, on conserve le masque. Peut-être dans une certaine mesure, on aurait pu dire, bon, on ne garde pas le masque, mais je pense que c'est toujours mieux d'en faire une petite affaire de plus que d'en faire moins. Donc, ceci étant dit, merci de respecter ces consignes et tantôt, vous allez avoir la chance, justement, à 2 points à l'ordre du jour où il y avait l'affaire des contribuables et aussi la période de questions. Vous pourrez poser des questions d'ordre général. Et je vous invite à le faire. Donc, au point 1, pour la lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance. Au point 2, constatation du quorum. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance, soit remerciement du collectif alimentaire, la mise en berne du drapeau pour les victimes du COVID-19. Ensuite, je vais avoir certains éléments aussi à rajouter que j'ai eu juste dernièrement, ce qui veut dire cet après-midi, soit la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, aussi un communiqué de la Sûreté du Québec pour le mois de mars, étant donné que le mois de mars, c'est le mois de prévention de la fraude. Donc, et aussi, je vais vous parler aussi concernant la période de vaccination qui va commencer, une autre période qui va commencer bientôt. Donc, ça, c'est pour les dépôts de documents de correspondance au point 4. 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit pour la séance ordinaire du 8 février 2021. 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget. En 7, affaires des contribuables. En 8, collectif alimentaire, journée nationale des cuisines collectives 2021. Au point 9, contrat de service professionnel, mandat ressources humaines Lambert. Au point 10, achat de mobilier urbain, hôtel de ville. Au point 11, appel à projet éco-bâtiment, accompagnement structurant Phoenix, projet bâtiment durable pour les aînés. Au point 12, demande d'autorisation à la CPTAQ.
pour Roy-Blais Incorporé. Au point 13, demande d'autorisation à la CPTAQ Éric Grenier. 14, adoption du règlement de contrôle intérimaire. En 15, contrat de service professionnel, études de sécurité de 2 traverses de chemin de fer. Point 16, paiement pour frais légaux, Saint-Onge-et-Assel, avocat, dossier de M. Paul Langlois, 8 268,59. Au point 17, service professionnel, camping, Passeriac-sur-Mer, devis, champ d'épuration. 18, appel d'offres, les Monticoles, construction d'un entrepôt et aménagement au gazebo, phase 1, partie 1. Au point 19, fabrique Saint-Pisis, une demande de don. Donc, point 20, rapport des conseillers. Point 21, affaires nouvelles. Point 22, période de questions. Et point 23, levée de la séance. Donc, ça me prendrait un proposeur, premièrement, pour tenir... en fait, l'Assemblée... ça va me prendre quand même un proposeur pour tenir l'Assemblée avec moins de personnes qu'habituellement à cause de la situation sanitaire. Donc, tout simplement qu'on aurait pu être d'environ 23 personnes là, de citoyens à part de nous. Donc, ça me prend un proposeur. Merci, M. Duchesneau. Pour les prochaines, toutes les résolutions, on va fonctionner de façon différente. C'est que légalement, on n'a pas besoin de demander un appuyeur. Donc, ce soir, je vais demander seulement un proposeur, mais ça se peut que je me fourvoie, parce que, étant donné qu'on n'est pas encore nécessairement habitué, je vous demanderai, je demanderai seulement un proposeur, puis ensuite savoir si vous êtes d'accord ou pas, comme habituellement, mais acceptez pas d'appuyeur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de M. Chen? Oui. Oui. Merci beaucoup. Et ensuite, ça me prendrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que lu. Madame Nathalie Cassio, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que M. Duchesneau? Oui. Oui. Merci beaucoup. Ensuite, au point 4. Donc, le point 4, c'est dépôt de documents et de correspondance. Premièrement, on a reçu une lettre du collectif alimentaire qui est ici à Passepébiac, ici juste en face, et qui remerciait la communauté, dont la ville de Passepébiac, pour le don concernant la guignolée 2020. Ça a été exceptionnel cette année. Ils ont reçu un montant de 38 520 $ pour le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel. Je vous rappelle quand même que la MRC de Bonaventure, pour le territoire, son territoire, qui part de New Richmond jusqu'à son allant à Chicago, ont versé 1 $ par tête de pipe, donc pour chacun des habitants de la MRC Bonaventure. Et de façon que le territoire est séparé pour le centre d'action bénévole ou le collectif alimentaire, en tout cas les organismes communautaires, ça part de Saint-Siméon en s'en allant vers Port-Daniel, mais le reste aussi, c'est le restant du territoire à l'ouest de Saint-Siméon. Et ça s'en va sur l'autre côté. Et à ce moment-là, les autres, il y a un montant qui est partagé. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas réellement le montant de 38 520 $. Ça ne comprend pas tout le montant que la MRC a donné. Mais je vous rappelle aussi que chacune des municipalités et villes avait donné aussi 1 $. Donc, ça représentait quand même une rondelette somme qui provenait des villes, des municipalités de la MRC et la MRC, le montant de 36 000 quelques. C'est quasiment le même montant qu'il y a là. Mais ils ont naturellement reçu d'autres montants. Donc, tout ça pour dire que je suis bien content que les municipalités et la MRC ont participé à cette guignolée à cause de la pandémie, naturellement, parce que c'est la collecte d'argent, habituellement, se fait du porte-à-porte et de dons autres que de la façon que ça a été fait cette année. Ensuite, j'ai reçu cet après-midi une demande au niveau de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs qui, ce qui mentionne, c'est que ça fait déjà depuis 1 an qu'il y a la COVID, donc quand on dit COVID, on parle de confinement, et donc c'est pas possible de faire des collectes de fonds, en tout cas c'est plus difficile. Et le 13 mars prochain,
la Fondation, en partenariat avec les entreprises PEC, vous invite à déguster la boîte d'ici, soit une boîte de repas de 3 services confectionnés avec des produits d'ici, par un restaurateur d'ici, mais surtout pour les gens d'ici. Je vous lis tel que ça a été écrit. Donc, c'est la façon que les gens vont pouvoir aider la Fondation Santé Baie des Chaleurs en achetant une boîte à lunch avec des repas confectionnés avec des produits d'ici, par des restaurants d'ici, comme on vient de mentionner. Il va y avoir 2 points de cueillette, soit à l'hôtellerie Baie-Bleue à Carleton et la ferme Bourdage de Saint-Siméon de Bonaventure. Donc, si jamais vous voulez avoir certains renseignements, c'est sûr que vous allez sur Internet avec la Fondation Santé Baie des Chaleurs, bien, vous aurez toutes les informations nécessaires à cette campagne de financement. Ensuite, toujours en correspondance, on a la Sûreté du Québec qui m'a envoyé un document concernant que le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Et donc, il rappelle aux gens de protéger leurs renseignements personnels parce que c'est l'affaire de tous. Mais pas seulement de tous, on veut dire chacun des citoyens, mais aussi des organismes, le public, etc. Et il va y avoir plusieurs activités de sensibilisation qui sont prévues afin justement de renseigner la population en matière de fraude. Et ça va se tenir le 24 mars 2021. Donc, ajoutez à cette date-là votre calendrier et je vais demander à Mme Eliane Joseph des communications pour mettre l'adresse Internet pour être capable de réserver votre place. En fait, vous n'avez pas besoin de réserver, excusez. C'est simplement avec cette adresse-là, vous allez pouvoir participer de 10h à 11h30 à un webinaire. Donc, ils vont parler, entre autres, des thèmes la fraude amoureuse. Donc, c'est plus ou moins quelqu'un qui est hameçonné par le fait qu'elle prétend qu'elle aime l'autre personne, puis etc., là, et elle demande de l'argent. La prévention de la contrefaçon des billets de banque, le vol d'identité, la fraude du paiement urgent, l'hameçonnage, comme je viens de mentionner, les achats en ligne et l'accompagnement lors du signalement d'une fraude et d'une prise de plainte auprès de la police. Donc, tout ça le 24 mars et je vais demander que ce soit sur le site Internet de la Ville pour que vous ayez accès à cette information-là. Donc, j'invite la population à aller voir ça. Concernant un début d'une autre étape de vaccination, on a eu un communiqué, soit vendredi dernier, du C3S de la Gaspésie, qui mentionnait, qu'il était pour avoir avec différentes dates dans les différentes régions de la Gaspésie, les différentes MRC, c'est-à-dire des vaccinations pour les 85 ans et plus, mais aussi pour les 80 ans et plus. Pour ce qui nous concerne, dans la MRC de Bonaventure, c'est la semaine du 15 mars. Donc, d'ores et déjà, je sais que les gens peuvent aller sur Internet à Santé Québec et ils peuvent déjà réserver, je pense que c'est pour le 19, 20, 21, ils peuvent le faire par Internet pour réserver pour les 80 ans et plus pour avoir un vaccin concernant la COVID-19. Et naturellement, aussi sur Santé Québec, vous avez toujours quand même la possibilité de prendre le numéro de téléphone et de faire un rendez-vous de cette façon-là aussi. Parce que ce n'est pas toujours nécessairement facile de faire ça par Internet. Et ce qu'on mentionne rapidement, ce que je vous dirais, c'est que ce que j'ai comme renseignement, c'est pas d'un communiqué, qui ont espoir de réaliser toute cette vaccination-là quand même assez rapidement. On parle de probablement fin juin. Et vu que c'est fin juin, peut-être ça va se prolonger, tout dépendamment de l'accès des vaccins, des doses qu'on aura en main. Là. Je sais qu'il y a environ 1079 doses par semaine qui rentrent dans les MRC. Donc, ultérieurement, peut-être qu'il y en aura plus qui rentreront, donc ils pourront en faire plus. Pour le moment, c'est à Bonaventure, le complexe sportif Desjardins à Bonaventure, où vous pouvez avoir cette vaccination-là. Il y a aussi, je sais que le Centre d'action bénévole travaille avec les bénévoles pour les personnes qui ont des difficultés de se déplacer, pour être capable d'aller faire la vaccination, donc il aide les gens aussi à se déplacer. Je voudrais quand même le mentionner, si jamais il y a des gens que vous connaissez,
dans la population à Place-Weber qui n'ont pas la possibilité de rentrer en contact, le Centre d'action bénévole ou avec le C3S, ils ne savent pas trop comment faire, je les invite à téléphoner à la ville de Place-Weber et on va les référer. On va les référer pour qu'ils trouvent, parce que ce qui est prévu, il devrait y avoir des rencontres soit hebdomadairement ou bi-hebdomadaires avec le C3S pour s'assurer que chacune des municipalités, tous les habitants de chacune des municipalités soient servis et peu importe leurs conditions physiques ou leurs conditions sociales ou autres. Donc, il faut s'assurer vraiment que tout le monde puisse avoir. Le vaccin, on met tout en place pour être capable de le faire. Ensuite, toujours concernant la COVID-19, vous savez que ça fait déjà un an. Un an qui a été quand même, je pense, pénible pour beaucoup. C'est pas quelque chose de facile. Il y a plein de libertés qui ont été, je ne voudrais pas dire supprimées, mais enlevées momentanément. Et ça peut être plus difficile pour certaines personnes, d'autres moins. Mais sachez que le conseil municipal comprend cette situation-là. Par contre, comme j'ai mentionné, c'est la responsabilité du C3S, en fait, de la santé publique de décider comment il doit gérer la crise. Et malheureusement, pendant toute cette crise-là, c'est sûr que le gouvernement ou même tous les intervenants avancent à tâtons parce que c'est un virus qu'ils ne connaissaient pas. Donc, le temps de mettre tout ça en place, parce que ça donne vraiment les résultats escomptés, c'est sûr qu'il y a eu des victimes. Et le gouvernement du Québec, le 11 mars 2021, dès l'aube, à 6h05 le matin, au crépuscule, jusqu'au crépuscule, soit à 6h moins quart, l'heure du Québec, vont faire une journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Et donc, il invite toutes les municipalités à mettre les drapeaux du Québec en berne. Naturellement, votre conseil municipal va faire cette action. Et étant donné qu'on ne pourra pas participer naturellement à d'autres actions, c'est-à-dire, comme eux, au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont faire un dépôt de motion pour la période de questions. Ils vont faire une cérémonie commémorative, etc. Nous, ce qu'on a pensé de faire, c'est d'offrir quand même pour les familles une minute de silence dès maintenant. Et naturellement, il va y avoir une démarche aussi avec les églises à Place-Weber, Saint-Pédis et aussi Notre-Dame ici, pour qu'il y ait quand même une volée de cloches qui va se faire à travers l'ensemble du Québec, donc nos églises aussi. Et à 13h, ça c'est à 13h02 pour le 11 mars. Donc, je vais demander à M. Briand qui vérifie tout ça pour que ça se fasse. C'est fait, donc c'est confirmé. Il va y avoir une volée de cloches aussi à Place-Weber pour reconnaître justement ces victimes. Donc, si vous voulez bien, je vais vous demander de prendre quand même une minute de silence pour justement en mémoire des victimes, s'il vous plaît. Puis s'il y a quelqu'un qui peut tenir le temps, monsieur, juste pour être sûr qu'on fait une minute. Donc, merci. Donc, merci à tous. Ça va plus la peine de faire cette minute de silence pour ces victimes et les familles de ces victimes. Merci.
Donc, si vous voulez bien, on passera au point 5. Juste un instant. Donc, pour l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Donc, il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes sont approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021, conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes. Le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, puisque les copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Donc, si c'est conforme, ça me prendrait quelqu'un qui va proposer, s'il vous plaît. Henri propose. Monsieur Henri Alain. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Au point 6, Administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Donc, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de février 2021 d'un montant de 502 644,12 soient approuvés pour paiement. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur ou une proposeur. Donc, M. Roméo Briand. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 6.2, suivi du budget, il est proposé par et résolu à que le rapport des états d'activité financière en date du 28 février 2021 soit adopté. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur. Solange propose. Mme Solange Castillo, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mme Castillo, Nathalie? Oui. Je dis juste des fois que je n'entends pas comme il faut. Merci. Donc, on serait rendu au point 7, affaires des contribuables. Donc, dans la salle, s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions, vous allez les recevoir. Donc, M. Baudry. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir si un jour vous allez avoir une secrétaire d'habitude qui va. À quel endroit exactement? Parce qu'on a une secrétaire, ça, il y en a déjà une. Ah, je me dis une greffière. En fait, c'est parce que le poste qu'on a sorti de directeur général, on l'a ressorti avec directeur général et greffier. OK. Donc, le secrétaire, comme vous l'appelez, M. Baudry, mais c'est lui qui occupe deux fonctions, c'est M. Daniel Langlois. OK, c'est bon. Donc, on n'aura pas d'autres greffiers que M. Enfant. C'est bon. OK, merci. D'autres questions? Oui, M. Loisel. Oui, M. le maire, c'est parce que je remarque qu'au niveau des comptes à payer, le mois passé, on avait, je pense, 680 000 de comptes à payer. Ce mois-ci, 500 000. Est-ce qu'on peut avoir la description de ces comptes-là? On paye quoi, maintenant, quand on paye des montants aussi élevés que ça? En fait, si vous avez des questions plus précises, je vous invite à venir à la ville. Vous pourriez venir demain, vous prendre un rendez-vous et rencontrer monsieur le greffier et qui va se faire un plaisir de vous répondre aux questions. C'est pour le bien de la communauté au complet. Dans le sens que pour que tous les contribuables soient au courant de ce genre de paiement. Mais en fait, on ne prendra pas le temps de passer les comptes, un compte par compte, hein, parce qu'il y a des comptes qui sont vraiment bas. Il y a d'autres comptes qui sont des comptes récurrents, comme TELUS, Cogeco, comme Hydro-Québec. Donc, on ne passera pas ça non plus. On ne passera pas les payes non plus. Donc, il y a plein de montants. Tous les montants qu'on paye au ministère du Revenu, toutes les redevances qu'on doit payer, si on ne passe pas ça non plus, c'est des choses qui passent régulièrement. Dans la dernière réunion municipale du 8 février, je ne sais pas si c'est celle-là, mais je sais que dernièrement, il y a eu quand même des... soyez assurés que la plupart des gros montants, quand vous voyez passer ça, quand c'est vraiment des gros montants, ils sont passés par résolution municipale. Fait que c'est sûr que vous avez accès à ces informations-là par les procès-verbaux qui sont affichés sur Internet. Donc, par l'entremise d'Internet, sur le site de la ville de Basse-Pébiac, vous pouvez voir, là, suivre à la lettre, là, comme les 4 dernières années, si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez aller voir. Puis tous les gros montants sont là, comme le contrat, n'importe quel contrat. Ah, c'est bon. Oui. Ça vous va?
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Donc, on passera au point 8, collectif alimentaire, Journée nationale des cuisines collectives 2021. Donc, attendu que les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure qualité de vie pour les personnes. Attendu que les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une initiative visant le mieux-être des citoyennes et citoyens des collectivités. Attendu que les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à la Déclaration des droits de l'homme, mettant de l'avant le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif à coût raisonnable et acceptable et à un pouvoir d'achat adéquat en tout temps et en toute dignité. Donc, attendu que les cuisines collectives font la promotion de l'autonomie alimentaire, il est proposé et résolu que la Ville de Passepébiac proclame par la présente le 26 mars, Journée nationale des cuisines collectives tout au long de l'année 2021. La Ville encouragera les concitoyennes et concitoyens à prendre conscience que l'alimentation est un droit humain. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur. Les Verts proposent. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. En fait, j'avais soif, mais c'était pour montrer quand même que c'est Jean-Bastien qui est en avant. J'ai dû m'enlever mon masque momentanément. Il dirait, ils ont peut-être mis quelqu'un d'autre. Enfin, ça part. On continue. Donc, au point 9, contrat de service professionnel, mandat ressources humaines Lambert. Donc, considérant que le directeur général, M. Daniel Langlois, est en période probatoire depuis le 29 juin 2020, considérant que le conseil municipal souhaite recevoir un avis d'une firme de professionnels en ressources humaines afin de mettre fin ou de poursuivre la période probatoire du poste de directeur général, considérant que la proposition faite par M. Daniel Langlois pour la réévaluation du traitement accordé au poste de directeur général qu'après analyse par une approche d'évaluation 360 degrés, il est proposé et résolu de mandater le maire et Jean-Bastien à conclure un contrat de service professionnel avec la firme de ressources humaines Lambert dans le présent dossier pour un montant de 5 920 $, taxes en su et frais afférents. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur. Henri propose. M. Henri Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Point 10, achat de mobilier urbain, hôtel de ville. Donc, considérant que le mobilier urbain à l'hôtel de ville a besoin d'être renouvelé, considérant que la ville de Passepébiac a fait des demandes dans différents programmes et vérifie dans différents programmes l'opportunité d'aller chercher des aides financières et qui ont été soit refusées ou que ce n'était pas possible dans certains programmes. Il est proposé par et résolu de mandater la direction générale à faire les démarches nécessaires à l'achat de mobilier urbain pour les locaux de l'hôtel de ville, moyennant une somme de, je pense que ce n'est pas le bon montant que j'ai là, donnez-moi une seconde. On va sortir ça. Ce qui me semble que c'est 12 900. Oui, 12 954,46 $, ni plus ni moins pour être capable d'installer des bancs urbains et supports à vélo en avant de l'hôtel de ville. Pour, justement, comme vous le savez, la ville de Passepébiac travaille pour améliorer la question de transport actif. D'ailleurs, dans son projet du programme FIMO là, pour la 3e avenue et la rue Saint-Pédis, où il y aura du transport actif à ce niveau-là, qui a du grand développement qui s'en vient très prochainement. Et ça s'accorde toujours dans le même sens, ces projets-là. Donc, si pas de questions ou commentaires, ça me prendra un proposeur. Salange propose. Donc, Mme Salange-Cassu propose. Et est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, au point 11, appel à projet éco-bâtiment, accompagnement structurant, Phoenix, projet bâtiment durable pour les aînés. Donc, dernièrement, le gouvernement du Québec, avec la firme Éco-Bâtiment, a fait une entente
pour faire du développement de logements durables. Développement durable, donc les autres appellent ça une démarche de bâtiment durable pour les aînés. Et pour ça, il faut être aussi MADA, qui veut dire une municipalité amie des aînés, ou par l'entremise d'une MRC, c'est ce qui est le cas. Et aussi, on pourrait avoir accès à un programme qui s'appelle le CADA, qui est Québec Ami des aînés. Et ce programme-là permettra à la Ville d'obtenir une aide, un accompagnement complet de structurant, qu'il a du programme avec Félix. L'accompagnement Phoenix d'une durée de 125 heures pour explorer le potentiel de conversion d'un bâtiment existant en bâtiment durable destiné à des occupants âgés, incluant la faisabilité spatiale et fonctionnelle. Donc, ce programme-là, pour les municipalités de moins de 14 999 habitants, on peut avoir 125 heures. La contribution financière pour la municipalité, c'est 2 813 $, soit 30 du financement. Et la partie financée par la MSS, c'est un montant de 6 563 $ qui représente 70 de la cagnotte. Et ça permettra de vérifier des bâtiments. On peut vérifier certains bâtiments, mais celui qui serait ciblé par la Ville de Place-Rivière, c'est dans le cadre du projet qu'on a présentement de rénovation pour l'église anglicane, soit la bibliothèque municipale. Donc, une possibilité qui pourrait transformer ce bâtiment-là éventuellement. Mais quand je dis transformer, c'est plutôt faire peut-être un ajout de bâtiment pour venir amener du logement aux personnes aînées. Et ça, je tiens quand même à souligner que la Ville de Place-Rivière fait des efforts pour offrir du logement aux différentes clientèles. Il y a eu un sondage qui a été effectué dernièrement, que M. Briand va se faire un plaisir de vous parler tantôt, des résultats, lorsqu'il va être la période pour les conseillers. Et c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus, mais la Ville travaille aussi, du logement pour les personnes aînées, mais travaille aussi pour un dossier sur la maison des aînés avec les conseillères, Mme Castillo, qui travaille sur ce dossier-là. On travaille sur du logement pour le logement de différentes clientèles, mais aussi les différentes strates d'âge, qui veut dire 20 ans, 30 ans, 40 ans, le genre de clientèle, c'est-à-dire aussi est-ce que c'est une famille, une personne, deux personnes, avec des enfants, pas d'enfants, etc. Service, pas de service. Et ce qui fait que ça, c'est une autre opportunité qu'on a aussi de contre-vérifier les possibilités de faire la reconversion d'un bâtiment qui est déjà existant à la Ville de Place-Rivière et qui serait intéressant d'explorer cette possibilité-là. Et ça nous coûte seulement 2 800 quelques dollars, comme je mentionnais tantôt. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est plus un genre, un écu, c'est-à-dire. Oui. Le coût est de 6 500. En fait, le coût pour la Ville, c'est 2 800. On va leur dire, je n'ai pas écrit. 2 813 $ pour 125 heures. C'est à la Ville, mais c'est un projet qui monte à 6 500. Non, c'est un projet qui va monter à 9 000 quelques dollars. Je n'ai pas fait le calcul. On l'avait fait l'autre jour, mais je l'ai. À la Ville, ça coûte 2 813. Oui, exactement. Si vous voulez avoir le montant exact, je vais vous le calculer. C'est un étude qui va être basé sur la bibliothèque. Oui. Donc, 2 813 $ plus le 6 563. Donc, c'est 9 376 $, mais qui a un 6 563 qui est reçu par le gouvernement. Et la Ville met un 2 813 $. Oui. Ça inclut le presbytère aussi, là. Les possibilités du presbytère, ils sont là pareil aussi, mais ce n'est pas nécessairement vrai qu'il y a de grandes possibilités. Parce que c'est exigu, puis pour d'autres raisons aussi. Parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait, je ne parle pas du sondage de logement, mais un autre sondage qui a été fait auprès des gens ici à Place-Rivière, autant au niveau de la culture que des citoyens, à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire à l'intérieur de la bibliothèque municipale
l'Église anglicane, entre autres, et aussi l'ancien presbytère. Et dans ça, on a reçu un rapport par rapport à savoir ce que les gens aimeraient voir là, ce qu'on devrait faire là, malgré que le Conseil de ville s'était déjà penché sur la question. On a quand même demandé aux citoyens de répondre à ça. Et c'est suite à ce rapport-là qui va être déposé officiellement par Éco-Bâtiment, qu'on avait engagé, dans le cadre de ces 2 bâtiments-là. Ils vont venir nous faire 2 propositions, 2 scénarios. Et avec ces 2 scénarios-là, il y en a un, entre autres, que c'est plus celui de l'Église anglicane qui est visée pour les logements. Monsieur le maire, ça serait pour changer la vocation de l'Église anglicane, ça serait plus une bibliothèque? Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer la vocation totalement de la bibliothèque de l'Église anglicane. C'est qu'elle pourrait servir, entre autres, de salle de communautaire pour un éventuel logement qui pourrait être construit en arrière ou en tout cas sur les terrains de l'Église anglicane. Donc, c'est sûr que le bâtiment, même si mettons que c'est concluant, parce que là, moi je ne peux pas vous dire que c'est concluant, on fait une étude pour ça. Là. Donc, si jamais c'est concluant, bien, ça va nous dire comment que ça pourrait être concluant, comment qu'on peut le faire. Mais c'est pas pour dire qu'on arrive puis on fout tout ça à terre. C'est faux de dire ça parce que c'est du patrimoine. Le patrimoine, il doit être conservé, puis c'est ce qui ça va être fait. Là. Peu importe ce qui va être là, le patrimoine, on le conserve. En réalité, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'elle va rester bibliothèque. Mais ça, je ne peux pas vous répondre ça à soir parce que je ne sais pas comment l'étude va sortir. Est-ce que l'étude va venir dire qu'on conserve une partie de la biblio? Est-ce que la biblio, on la repositionne à un endroit stratégique dans la ville de Passepébiac? Exemple, au niveau du café culture, centre culturel, où est-ce qu'on peut amener une bibliothèque qui pourrait être utilisée à plus grande échelle par le public, parce que le public ils viennent déjà souvent au centre culturel, ils viennent pour le café culture, donc on sait que plus qu'on rassemble de gens au même endroit, plus qu'on a de chances de le dynamiser et de rendre ça plus intéressant pour la population. Et c'est pour ça que dans l'étude, ils vont quand même vérifier à savoir cette l'église anglicane, qui est un joyau patrimonial à Passepébiac, est-ce qu'il y a possibilité qu'on le réutilise comme une salle communautaire ou autre dans le cadre du développement de logements pour les aînés. Non, monsieur le maire, c'est pour la proposition qui est là, c'est pour la présentation du projet. C'est pour présenter le projet au programme pour qu'on puisse explorer ce que je viens de vous mentionner. S'il n'y a pas d'autres questions, monsieur le maire, je fais la proposition. Merci. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Non, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez inscrire votre... Moi, je veux garder ça. J'étais là quand ça a été acheté pour faire une bibliothèque, puis j'aimerais rester. Ça resterait bibliothèque. OK. Donc, vous êtes contre? C'est pas utile. Parfait. Est-ce qu'on note votre nom Oui. en résolution? Ah oui. Donc, M. Langlois, c'est juste de mentionner que c'est à la majorité. C'est bien ça? Personne ne s'oppose à part de ça? Donc, merci beaucoup. Ensuite, c'est rendu au point 12, demande d'autorisation, la CPTAQ, Roi-Blais Incorporé. Considérant que la demanderesse veut présenter une demande de renouvellement à la CPTAQ concernant la décision 409-458 qui prend échéance en février 2021, considérant que cette demande d'autorisation concerne l'exploitation d'une sablière avec chemin d'accès et procédé de concassage, de tamisage et l'entreposage temporaire d'agrégats, concernant les décisions antérieures positives de la CPTAQ, considérant que le lot visé par la demanderesse se trouve dans un secteur où l'usage des terres est agricole, concernant le fait que l'activité a cours depuis 1978 et que la demande est conforme au règlement de zonage 2009-325, actuellement en vigueur. Donc, c'est ni plus ni moins sur la carrière à M. Roi-Blais, ou à Roi-Blais Inc., si vous préférez, dans la 6e avenue S,
qui longe aussi où est-ce qu'il y a la route Saint-Jacques, là, du côté nord, juste pour vous situer. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu depuis la demande d'autorisation faite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, par voie de lait incorporée. S'il n'y a pas de questions, commentaires, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Duchesneau propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Monsieur Huard? Oui. Oui, OK, merci. Au point 13, demande d'autorisation à la CPTAQ, Monsieur Éric Grenier, c'est un point qu'on n'a plus besoin de traiter, donc tout simplement d'annuler cette demande de résolution. Et ça a été réglé autrement. Au point 14, adoption du règlement de contrôle intérimaire. Donc, considérant que selon l'article 112 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit l'article 19.1, le conseil d'une municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation. Considérant que ce pouvoir ne peut être exercé par la Ville de Passepébiac que dans le cadre d'un processus de modification ou de révision de son plan d'urbanisme. Considérant que la Ville de Passepébiac a entamé une phase de révision de son plan d'urbanisme le 14 août 2018 et que le processus de révision en est un exhaustif nécessitant l'apport de ressources professionnelles en urbanisme et la consultation de la population et des élus municipaux. Considérant que, conformément aux articles 112 et 112.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Passepébiac souhaite adopter une résolution de contrôle intérimaire afin de modifier temporairement son plan d'urbanisme sur les dispositions afférentes au sujet suivant. Soit, d'une part, les conditions d'implantation des enseignes autonomes sur son territoire, d'autre part, les types de clôtures prohibées, et d'autre part, les types de fondations autorisées par les bâtiments principaux. Donc, considérant qu'au cours des dernières années, la Ville a reçu plusieurs demandes de citoyens concernant les sujets précédemment mentionnés, et considérant que l'application des normes en vigueur peut entraîner des problématiques d'aménagement, considérant que la Ville de Passepébiac pourrait recevoir des demandes de permis pour qu'elles soient plus harmonieuses avec la réalité du territoire. Donc, d'une part, les conditions d'implantation des enseignes autonomes sur son territoire, et notamment l'article 144, l'enseigne commerciale du règlement du zonage 2009-325, afin d'autoriser la projection au sol des enseignes à une distance minimale de 1 mètre des limites latérales et arrière de terrain et de 3 mètres de la limite avant d'un terrain. Je vais simplement vous dire qu'à Passepébiac, les pancartes, les enseignes sont placées ni plus ni moins un peu partout. C'est jamais à peu près c'est jamais la même place. Puis, et souvent sont à 2 mètres, puis même les plus. Là, on vient vraiment décrire qu'à 1 mètre des limites latérales, c'est possible. Et à 2 mètres, là, des limites avant ou avant ça. Donc, d'autre part aussi, les types de clôtures prohibées, et notamment l'article 66, soit l'implantation de clôtures, de haies ou de murets. On vient, afin d'ajouter une disposition interdisant les clôtures électriques, les clôtures de barbelés ou tout autre type de clôture pouvant causer des blessures à l'intérieur du périmètre urbain dans toute zone à dominance résidentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mettent des clôtures barbelées ou des clôtures électriques pour borner leur terrain. On ne parle pas de l'intérieur de leur terrain, mais pour borner les terrains. Vous comprenez que c'est comme ça pourrait être dangereux. D'autre part, les types de fondations autorisées pour les bâtiments principaux, notamment l'article 14, soit la fondation du règlement de construction 2009-327 afin de permettre l'utilisation de pieux vissés. On veut permettre les pieux vissés, il n'y a pas de règlement nécessairement qui existe présentement, donc on veut rajouter ça. Pour ce faire, les gens devront, pour tout projet de construction de bâtiment principal, lorsque le projet est approuvé par un professionnel accrédité, membre de l'Ordre des architectes, l'Ordre des ingénieurs ou de tout autre ordre professionnel régissant un professionnel compétent en la matière. Donc, on veut éviter que Pierre Jean-Jacques, qui n'a pas de compétences, qui dit « Tiens, on va aller placer un pieu ici, puis tu me mets ta maison là »,
puis on se ramasse avec des problèmes. Premièrement, le propriétaire se ramasse avec des problèmes, mais aussi la ville peut se ramasser avec des problèmes pour avoir autorisé de construire une maison sur PUVC qui n'est pas recommandée ou reconnue par un professionnel. Donc ça va venir protéger tout le monde dans tout ça. Donc, considérant que M. Simon Gotthard, coordonnateur de projet du service de l'urbanisme, a été mandaté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, de par sa résolution portant le numéro 2020-12-352, afin de proposer au conseil municipal des projets de règlement de contrôle intérimaire, conformément aux objectifs et priorités établis par le conseil, et ce, dans les limites des délais fixés par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, considérant que le greffe n'a reçu aucune demande d'information lors de la période de consultation écrite ouverte au public, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement de contrôle intérimaire tel que présenté. S'il n'y a pas de questions, commentaires, ça me prendrait un proposeur. M. Roméo Briand, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Au point 15, contrat de service professionnel d'études de sécurité pour 2 traverses de chemin de fer. Dans le cadre du projet FIMO-TAPU, c'est des programmes où pour le FIMO, on a eu 80% de financement sur le dossier pour Saint-Pédis et la 3e avenue, pour le réseau d'asphaltage, mais égouts, aqueducs et aussi pour les eaux de pluie. Donc, on avait reçu pour le programme 80% de financement. Qui avait été annoncé, je pense, c'était le 9 septembre 2020. Ça ne fera pas si longtemps que ça, mais là, on est en train de faire sortir les plans de vie. Et entre autres, dans tout ça, on avait à vérifier, à faire une étude de sécurité pour les 2 traverses qui se retrouvent sur ce réseau-là, qui veut dire dans Saint-Pédis et aussi sur la 3e avenue, coin Mal-de-Mai. Pour s'assurer que le chemin de fer, premièrement, le transport actif qui va être là, où les gens vont pouvoir marcher ou faire de la bicyclette, etc., qui soit sécuritaire pour le chemin de fer. Et pour ça, il faut qu'on engage une firme professionnelle dans le domaine on a fait une demande avec la compagnie Hatch, la compagnie Ecom et avec X-Rail. Sûrement, c'est celle qu'on voit souvent un peu partout. Là. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette compagnie passée qui entretient le service ferroviaire, surtout pour les approches. Là, tout ça. Donc, ils auront à vérifier justement les différents scénarios là, pour s'assurer que notre sentier polyvalent ou notre sentier de transport actif correspondent aux normes de sécurité qui sont demandées par les chemins de fer, mais aussi, surtout aussi par le propriétaire qui est le MTQ. Donc, il y a 3 compagnies qui ont été approchées. Hatch a offert 24 846 $. Et comme n'a pas donné d'offre, ils ont dit ça, on ira peut-être à la prochaine fois s'il y en a une prochaine. Et X-Rail ont offert de faire le travail pour 7 833 $. Monsieur le maire, il me semble qu'il y a une grosse différence dans les prix. Les travaux vont-tu la même chose là-dessus, je ne sais pas? Bien, ça a été en appel d'offres. Oui, c'est M. Carter qui a envoyé ça avec des compagnies qui sont reconnues dans le domaine. Puis peut-être parce que X-Rail est dans la région. Je pense que c'est une compagnie américaine, mais qui est dans la région, qui est toujours dans la région. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça coûte moins cher pour faire le déplacement du personnel, etc. Je ne peux pas vous répondre à ça, mais il y a eu une analyse. Puis oui, avec les ingénieurs qui sont sur le dossier du réseau des égouts d'aqueduc, tout ça, Tetra Tech, parce que les autres qui avaient été nommés, ont quand même analysé la question, puis il n'y a aucun problème, là, ça va être réalisé. Et là, j'ai le montant, mais je n'ai pas le détail que c'est taxe en su. Il me semble que c'est taxe en su, M. Langlois. C'est bien ça? Toujours taxe en su. C'est ça. Donc, c'est taxe en su. 7 833 $. Donc, Mme Nathalie Cassio propose, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 M. Briand, je ne suis pas sûr de vous entendre. Oui, OK, merci. Parce qu'avec le masque, puis en plus en avant, des fois, ça peut être difficile. Merci. Oui, OK.
Bon, on serait rendu au point 16. Paiement pour frais légaux, Saint-Onge, GSL et avocats, dossier de M. Paul Langlois. Donc, comme vous le savez, dans le dossier, on avait fait une extraordinaire pour expliciter aux citoyens le dossier. Il y a même eu une petite vidéo qui a été extraite par Télévêque, puis qui a été envoyée sur le net aussi. Donc, les gens ont toute l'information à savoir là, comment est-ce que ça a été réglé. Toutefois, on avait mentionné que c'était 77 000 et quelques brindilles qui avaient déjà été versées au dossier. Puis le temps de finaliser le dossier, il y a naturellement les derniers comptes, état de compte à rentrer, qui est de 8 268,59 $, qui a été vérifié par M. le directeur général. Ça, c'est afin de couvrir vraiment les derniers frais légaux concernant ce dossier en question. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, ça en prendra un peu pour l'heure. C'est le dossier final, M. le maire? C'est ce que j'ai comme renseignement. Puis, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être autre, parce qu'il y a eu une entente qui a été signée, comme quoi que le dossier est vraiment terminé. Donc, M. Duchesneau propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Au point 17, service professionnel, camping Passe-le-Biac-sur-Mer, devis, champ d'épuration. Donc, considérant l'état actuel du champ d'épuration du camping municipal, considérant les normes environnementales en lien avec l'utilisation du site des campeurs, l'aspect patrimonial et le bord de mer, et on sait que ce dossier-là, c'était quand même 3 ans minimum, si ce n'est pas 4 ans ou 5 ans, qui a des problèmes de colmatage au niveau du champ d'épuration. Les premières années qu'on était élus, on avait décidé d'attendre parce que, vous savez, il y avait le dossier probablement de développement pour l'usine de pêche. Et je dois quand même vous dire que ce que j'ai comme renseignement concernant ce dossier-là, les actionnaires, ou plutôt un actionnaire, m'a mentionné que le dossier est toujours sur la table. Toutefois, toutes les démarches qui ont été faites par la Ville de Passe-le-Biac dans tous les programmes qui existent au niveau fédéral ou provincial, il n'y a aucun financement pour de nouveaux réseaux d'aqueducs et non plus pour le développement d'entreprises, etc. Donc, ça pose un réel problème parce que c'est un dossier quand même qui avoisinait le 3 millions de $. Et l'usine de pêche est quand même en train de regarder certaines alternatives, qui veut dire que le dossier n'est pas en danger de développement, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Et même s'il y a certaines personnes qui ont vu qu'à l'usine de pêche, il y a plein de rénovations qui se passent là, parce qu'ils reconfigurent, parce qu'ils ont d'autres projets en tête, et c'est tout simplement une question de saine gestion. Mais le dossier, ce que j'en sais, c'est qu'il est toujours sur la table. Toutefois, vu que je vous mentionnais qu'il n'y avait pas de programme, ce serait trop lourd de mettre ça, un 3 millions de $ net sur les taxes de la Ville sans en profiter réellement directement. Et comme je disais, on attendait concernant savoir pour le camping, parce qu'on n'était pas pour investir un 30, 40 000 ou 100 000 pour rénover le champ d'épuration. Et là, on est rendu où on ne sait pas réellement quand est-ce que le dossier de MDM va se faire. Et comme je disais, ils surveillent de nouvelles alternatives. Les programmes, on n'a pas accès. Donc, il faut s'en occuper, puis il faut le réaliser maintenant. Et ce point à l'ordre du jour, c'est pour mandater M. Christian Bourque, directeur du sport loisir, pour recevoir des offres de services de firmes professionnelles comme, en tout cas, je ne dirais pas les noms, mais plutôt des firmes professionnelles qui travaillent en environnement, qui vont être capables même de préparer les CA, les certificats d'autorisation, et aussi d'avoir un estimé de ce que ça pourrait coûter pour rénover notre champ d'épuration. Ça, c'est une première étape. Ensuite, lorsqu'on aura des chiffres plus précis, on pourra décider de savoir, encore là, si on va de l'avant et de quelle façon qu'on va de l'avant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, ça me prendrait un peu pour là.
Madame Nathalie Castillo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Donc, ensuite, au point 18, appel d'offres, les Monticoles, construction d'un entrepôt, aménagement du gazebo. Donc, on avait certains travaux qu'on voulait effectuer au Monticole et on avait fait certaines demandes de financement qui sont sur la table. Et il faut qu'on réalise ce projet-là quand même d'ici le mois de juin. Et il y a certains éléments, c'est-à-dire qu'on veut que mandater M. Christian Bourque pour qu'il y ait un appel d'offres. Et quand même, il y aurait une condition essentielle à respecter que dans l'appel d'offres qui sera fait, c'est que le travail sera fait uniquement si et seulement si on a un droit de passage sur le terrain qui est à l'ouest de nos terrains, ou encore qu'on fait l'acquisition. Parce qu'on est pas en transaction, mais pour parler présentement. Et si on attend que tout ça se règle, bien, on n'aura pas avancé. Fait qu'il faut avancer au niveau des appels d'offres. C'est pour ça qu'on doit on doit mandater M. Christian Bourque. Donc, comme vous le savez, là, juste pour un petit rappel pour le projet de la première partie, de la première phase, déplacer la remise existante, construction d'un nouvel entrepôt 16 par 24, muni d'un atelier isolé, construction d'un abri en haut de la remontée mécanique, emplacement à définir sur le site, rénovation du gazebo existant et construction d'une terrasse sur 4 côtés, aménagement d'un stationnement et accès de piétons, et donc le restant, je l'avais mentionné. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur. Oui, allez-y, M. Yard. Le terrain que vous dites qui est à côté, c'est-tu celui-là qu'on parlait de Cogeco, qui avait une partie qui embarquait sur... Oui. C'est pas réglé, c'est pas... On peut parler. Ça va bien, on peut parler. Je ne peux pas en dire plus que ça. Si c'était conclu, je vous avais dit conclu. On jase. Pardon, Mme Solange? OK. Donc, Mme Solange, qu'est-ce que vous propose? Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, on serait rendu au point 19. Il y a une demande de don pour la fabrique de Saint-Pédis, soit pour le feuillet paroissial. C'est une demande d'un don de 100 $. Donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas de question, bien, ça prendra un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Duchesneau propose. Et est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 20, rapport des conseillers. Donc, on va commencer par Mme Solange. Ben, je vais commencer par Mme Nathalie au bout. Tiens. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, c'est sûr qu'en février, je vous dirais que ça a été un peu tranquille au niveau de mes rencontres avec mes comités. J'ai seulement eu le comité du service incendie où est-ce que Stéphane Lepage nous a présenté les nouveaux équipements en relation avec le service, ce qui a trait, je pourrais dire, au niveau sauvetage, le VTT avec les lails, la nouvelle camionnette qui leur a été allouée, qui a tout été tracé, etc. Vous allez voir des photos prochaines dans le passe payant, dans le prochain passe payant, où est-ce que j'ai demandé à Eliane d'apporter les photos. Puis, au niveau des autres comités, bien, c'est sûr que j'ai une rencontre cette semaine avec l'Office d'habitation concernant la rénovation des logements qui se font actuellement sur la rue Mal-de-Mai. Et où est-ce que les travaux vont bon train? Très bel investissement à ce niveau-là. On travaille aussi au niveau d'un budget participatif, où est-ce que Mme Castillo va vous faire la lumière sur le dossier juste après. Puis, il y a aussi le dossier des aînés, bien entendu, par rapport à la maison gouvernementale, où est-ce qu'on est toujours en démarche avec le CI3S pour essayer de développer une maison dans notre secteur, un petit peu comme ce qui se passe ailleurs. Alors, on espère que les gouvernements vont être généreux pour la ville de Passepébiac, puis qu'ils vont décider de venir s'installer chez nous dans un avenir rapproché. Merci. Merci, Mme Nathalie. Solange? Alors, bonsoir à vous tous.
Finalement, je vais vous revenir avec le budget participatif, là, qui est finalement un processus démocratique par lequel les citoyens décident de la façon de dépenser une part d'un budget public. Nous, à la Ville de Passepoulière, cette année, à la première édition, il est de l'ordre de 10 000 $. Donc, on se demande, les gens nous demandent pourquoi faire un budget participatif. Ce que l'on retient pour les citoyens, c'est de transformer concrètement la ville grâce à leurs idées. Puis c'est une occasion aussi de s'impliquer dans la ville de manière positive. Pour la ville, un budget participatif, c'est de mieux connaître la volonté des citoyens et de répondre à leurs besoins. Puis aussi, ça nous permet aussi de créer une nouvelle dynamique en collaboration avec les citoyens, les élus et les fonctionnaires de la ville. Donc, début avril prochain, vous allez pouvoir en savoir plus sur ce fameux budget via le journal de Passepoulière. On a bien hâte d'y participer, moi et ma collègue Castillo, et moi-même via le comité de pilotage. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Merci, Mme Castillo. Monsieur Harry. Bonsoir, messieurs. Moi, mon dossier, je suis sur le comité de négociation de la convention collective des employés de Passepoulière. Nous avons eu plusieurs rencontres en 2020. Je ne peux pas vous donner les dates parce que il y a trop. Puis nous avons eu des rencontres en 2021. Puis la négociation va très bien. Il reste les points importants, c'est le monétaire. On a des rencontres au mois de mars, je pense le 16 et le 23, avec M. le maire et le DG, M. Daniel Langlois. Aussi, s'il y a des nouveaux développements, il vous fera connaître ça à la prochaine réunion. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Alain. M. Briand. Bonsoir tout le monde. Moi, mon dossier, c'est le projet de logement, construction de logement qui est visé pour être dans la rue D. Alors, ce projet-là, il est constitué de 10 étapes. La première étape, c'était une rencontre pour former un comité, puis s'entendre sur comment ça va se dérouler. La deuxième étape, c'était le sondage. Le sondage s'est terminé le 19 février. On a eu 184 ménages qui ont répondu au sondage. 184 ménages, ça correspond à 249 personnes. Ça, c'est sans compter les enfants. Là. Puis la catégorie d'âge qui a répondu à ça, c'est entre 66 et 80 ans. 63% des ménages répondants sont des personnes seules ou un couple sans enfants. 54% des ménages sont intéressés à habiter dans le futur projet d'habitation. Il y a 54 ménages qui est intéressé à y habiter dès l'ouverture. Donc, ça nous encourage à continuer dans le projet. Je peux vous rappeler que ce projet-là, c'est un projet de 10 étapes. Par contre, il y a des étapes qui peuvent aller assez rapidement. La prochaine étape, dans la semaine prochaine, on va faire une réunion du comité. Et dans cette réunion-là, on va continuer d'orienter le projet vers la construction de logements dans la rue D. On vise la rue D au coin de 3e avenue, Tricorédéa, qu'on appelle, puis au coin de Tricorédéa. Ça, il ne faut pas penser que la première pelletée de terre va être aussitôt que la neige va être fondue. C'est un projet ça, qui peut, avant qu'il y ait un début de construction, là, ça peut aller encore dans un an. Ça fait que il faut faire étape par étape, ça va quand même bien, puis on va continuer dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, M. Briand. Juste pour vous faire part, dans le même sens que M. Briand le mentionne, le logement, que ce soit à Passepoulière ou dans toute la région gaspésienne, on sait qu'il y a une demande, c'est criant. C'est non seulement criant pour nos habitants, pour nos citoyens, mais c'est criant aussi pour les nouveaux arrivants. On voit de plus en plus, depuis minimum 1 an, mais je pense que ça fait déjà quelques années, qu'on pouvait voir poindre à l'horizon le besoin de logement pour les nouveaux arrivants. Et on sait aussi qu'une autre problématique qui est la suivante, c'est qu'on a nos personnes aînées qui viennent fatiguées à travailler sur une grande maison, qui ont rénové, qui ont
entretenu toute leur vie et qui aimeraient se retrouver sur avec quelque chose de plus petit. On sait donc, s'ils décident de vendre, ça donne l'opportunité pour un nouvel arrivant ou un citoyen de Passaibiac de prendre une propriété et justement, de facto aussi, par ricochet, que ces personnes-là puissent avoir un beau logement. C'est des demandes qui sont criantes. Ouais. Donc, au niveau économique, c'est bien important, puis il faut y aller de l'avant. Ouais. La chose, c'est que sur 184 ménages, parce que pour autoriser des logements, il y a une norme à respecter du gouvernement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait 3 personnes ou 3 ménages intéressés, ça autorise un logement. Si vous faites le calcul, 184 divisé par 3, ça donnerait ni plus ni moins qu'une bâtisse de 60 logements. Ce serait difficile à construire parce que si on calcule qu'un logement aujourd'hui est évalué à 250 000 $, multiplié par 60, ça va vous donner une idée de la valeur du bâtiment. Par contre, on pourrait peut-être nous autres y aller avec 30, 35, maximum 40 logements dans le projet. À cause des coûts. Dépendamment aussi des subventions du gouvernement, s'ils décident à financer à 90%, tant mieux. Ça fait que, je ne peux pas vous dire la norme qu'on doit répondre. Là. 3 réponses positives autorisent un logement. Ouais, puis, juste pour poursuivre au niveau économique, l'importance de la construction de logements, on sait que c'est quand même, ça coûte cher de construire sa propre maison. Et indirectement, avec des constructions de logements comme ça aussi, on s'assure de conserver notre pouvoir aussi économique, c'est-à-dire le nombre de citoyens qu'on a. Donc, et aussi le nombre de personnes qui vont être capables de payer les taxes aussi. Puis aussi pour le développement de la ville de Passaibiac, soit en sport, en loisirs ou en culture, ou dans d'autres services connexes que les citoyens s'attendent à avoir. Donc, c'est important parce que là, si on ne s'occupe pas du logement, éventuellement, on va perdre la population de plus en plus et on va à notre perte. Donc, il faut s'en occuper. Puis là, comme M. Briand vient de le mentionner, on parle d'un sondage où les gens y avaient, quoi, 60 ans, 66 ans, tu m'as mentionné? C'est entre 66 et 80 ans. Donc, Ce qui fait une moyenne, si on fait une moyenne, c'est des gens entre 73 ans. ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui sont en bas de cet âge-là, qui ont sûrement des besoins qui n'ont pas répondu encore. Fait que ça se peut qu'il y ait un plus grand besoin que ça. Et je crois qu'il y en a un plus grand. Donc, juste pour terminer, il y a M. Huard. Oui, bonsoir. Concernant le dossier de l'embellissement, puis les pancartes à l'entrée et à la sortie de la ville, c'est un dossier qui presse beaucoup. Puis demain, on est censé avoir une rencontre avec Chantal Robitaille. Elle avait demandé des subventions pour nous aider à payer cela. Soit ça serait des pancartes avec des arts dedans, mais je vais vous en dire plus demain ou la semaine prochaine. Concernant le dossier du camping. On est sur ça, moi puis Henri. Vous savez qu'on a commencé à travailler un peu, Christiane a travaillé un peu. On est censé de le rencontrer prochainement pour, concernant ce dossier-là, le camping, quelle date on ouvre, quelle date on ferme, qu'est-ce qu'on fait avec le camping cette année, les coûts, tout ça. Puis, on est censé de le rencontrer prochainement. Puis ensuite, on va rencontrer le comité qui va être sur place déjà. Puis, je vais vous parler aussi un peu des habitations populaires. Vous savez, les habitations populaires, il y a 6 logements qui se trouvent directement dans la rue Mal-des-Mains. Puis, on a 12 logements sur la rue Castillou, qui fait la rue Mal-des-Mains et la rue Castillou juste dans le coin. Je réponds à ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent et me disent on trouve qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui habitent ces logements-là.
on donne celui-là qui remplit un formulaire. On sait que la plupart du temps, c'est des gens de Passepillière. On s'ajuste pas mal, puis on va avec le salaire que les gens gagnent. Il y a un pourcentage, mais c'est strictement des gens de Passepillière qui sont là. On a 12 logements qui ont été réparés. Tous les 12 logements sont prêts. Les gens habitent déjà. Ils sont finis tous. Puis, on a 6 logements qui est dans la rue des Mal-des-Mains. Il en reste 3 à réparer qui vont être prêts pour porte. Je continue. Concernant, ce n'est pas mon dossier, les travaux publics, mais j'ai remarqué que la dernière tempête qu'on a eue, les chemins à Passepillière qui étaient vraiment bien ouverts. J'attends des fois qu'il y en a qui critiquent toujours un peu que les routes ne sont pas ouvertes ou quoi que ce soit. Mais si je compare à l'extérieur, ça a été fermé sur la 132, Carlisle à Bonaventure, ainsi qu'à Saint-Elzéar. Je trouve chanceux ici, c'est sûr qu'on va dire quand ça ouvre les chemins, des fois ça bloque en arrière. Mais je peux vous dire que les gars ils ont travaillé ces 3 jours-là, jour et nuit, puis je peux vous dire que nos routes étaient ouvertes à comparer à l'extérieur. Je félicite l'équipe des travaux publics. Merci, M. Huard. M. Chéron. Bon, moi, étant sur le comité d'urbanisme, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu de rencontre. On va avoir une rencontre jeudi, je ne sais pas c'est quoi le sujet, mais ça va être, je pense que c'est à 9h30 du matin. Et pour les travaux publics, ben, c'est comme M. Huard disait tout à l'heure, s'il y a des rapports, il y a eu des rapports de fait, moi, j'en ai pas eu, mais je sais que le chemin était très bien ouvert. Je ne vous dis pas qu'il est à pleine largeur tout le temps, mais il a fait de la poudrerie par endroit. Il y a des bouts qui étaient plus durs à tenir ouverts parce que la poudrerie, il ne faut pas arrêter ça. Sur les travaux publics, je pense tout le monde qui est là, il va falloir possible. D'après moi, je vois ça, moi, je n'ai rien à faire, je vois pas mal de choses, puis pas mal leur possible, il faut pas mal leur possible. Il y a peut-être des choses qu'ils pourront faire de plus, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de choses. À l'heure actuelle, c'est ça, c'est les travaux publics. Merci. Merci, M. Chéron. Donc, au point 21, affaires nouvelles. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Au point 22, période de questions. Donc, dans la salle, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Donc, merci beaucoup. Au point 23, levée de la séance. On parlera d'un proposeur pour lever la séance. Madame Nathalie Quessio, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine. Bonsoir.